C'est peut-être une erreur. C'est sûrement une erreur. Indépendamment de tout ça, je ne suis pas du tout content par rapport à toute cette situation. Mais heureusement, tout ça va finir. C'est une erreur, c'est certainement une erreur. Alors évidemment, tout le monde a bondi, j'imagine vous les premiers en Ukraine, notamment Nathalie. Je vous donne la parole dans une seconde. Regardez simplement aujourd'hui, alors pour le coup il y a quelques heures, parce que cet extrait c'était il y a 2 jours, pour le coup il y a quelques heures, Donald Trump a envoyé une lettre à ses partenaires de l'OTAN. Voilà ce qu'il dit. Je suis prêt à imposer des sanctions majeures à la Russie lorsque tous les pays de l'OTAN auront accepté et commencé à faire de même, et lorsque tous les pays de l'OTAN cesseront, il l'écrit en gros, d'acheter du pétrole russe. L'achat de pétrole russe par certains a été choquant. Je suis prêt à partir quand vous le serez. Dites-moi juste quand. Ça n'est pas la guerre de Trump. Elle n'aurait jamais commencé si j'avais été président. C'est la guerre de Biden et Zelensky. Voilà ce que nous dit Donald Trump aujourd'hui. Oui, la guerre de Biden et de Zelensky, c'est quand même assez risible quand on sait que c'est la Russie qui est attaquée. Encore une fois, la Russie n'aurait pas attaqué, il n'y aurait pas eu de guerre. Si la Russie rentre chez elle, la paix serait... Après, il reprend un argument qui est pris aussi par Zelensky, par le président ukrainien, de dire arrêtez d'acheter du pétrole à la Russie, comme un certain nombre de pays le font encore. Alors, beaucoup baissé leurs importations. Oui, c'est encore un moyen peut-être de vendre le sien aussi. Trump lance un ultimatum, arrêtez tous d'acheter du pétrole russe sinon je sors l'artillerie économique. C'est puissant. Mais derrière cette posture se cachent des réalités complexes. Un allié qui exige l'unité se heurte à la diversité des intérêts, à la réalité des économies, aux craintes des populations. Ce qu'on doit retenir, c'est que les discours seuls ne suffisent pas. Le vrai test sera la cohésion de l'OTAN, la capacité des États à agir en solidarité, la volonté d'investir aujourd'hui pour ne pas subir demain. Si Trump veut que ses mots comptent, il doit fournir la stratégie, construire la transition, penser aux conséquences. Et si tu trouves cette analyse utile, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu penses des conditions de Trump. Est-ce une stratégie réaliste ou un simple coup politique? Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour décrypter d'autres choix décisifs de notre époque. Elle ne veut pas s'arrêter. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Dans le fond, il a pas tort, Trump. Il faut qu'on réagisse. Alors, Amiral, il faut qu'on fasse le tri là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On a, effectivement, moi j'entends ce que dit Michel, quand il dit tout à l'heure, bah oui, mais justement, ça nourrit, la réaction de l'OTAN nourrit forcément l'histoire qui est racontée aux Russes depuis le début de cette guerre. En même temps, on a un Donald Trump qui dit, moi je réagirai quand vous aurez arrêté d'acheter du pétrole aux Russes, et puis que vous achèterez le mien, entre nous soit dit. Bon, et puis on a l'OTAN qui ne peut pas faire autrement que de réagir. Bien évidemment, il ne faut pas rentrer comme vous disiez, dans le narratif russe d'attaque de l'OTAN contre la gentille Russie, c'est pas vrai du tout. Mais ce qui est un petit peu dommage dans ce dispositif, c'est que Trump était à la fois la plus grande puissance de l'OTAN, donc il est forcément donné son aval au déploiement de force, même si on a indiqué 2 F-16 sur les milliers que possède l'armée américaine. Mais comme il veut, bien sûr, séparer la Russie de la Chine, etc., il y a des objectifs géopolitiques qui sont de nature financière pour Trump, mais géopolitiques derrière. On voit bien qu'il aimerait bien s'auto-persuader que c'est une erreur, cette affaire des drones. Tout le monde le sait. Et la deuxième chose dans ce dispositif, c'est que Poutine, chaque fois qu'il progresse, il est encouragé à progresser. Et dans son esprit, comme on connaît son objectif final, on ne sait plus très bien comment l'arrêter. Si on l'arrête depuis le début, c'est un peu le pompier, l'incendie, un verre d'eau, un seau d'eau et un camion de pompiers. Ouais. On ne sait plus quand il s'arrêtera. Et ça, c'est important, parce que ça peut engager un processus qui va jusqu'à un affrontement. Imaginez, un président des États-Unis, après avoir milité pour affaiblir certains liens internationaux, vient aujourd'hui exiger de ses alliés qu'ils se libèrent de toute dépendance énergétique russe. Il menace la Russie de sanctions massives, mais pose une condition presque impossible, que tous les membres de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole russe. Et, pour corser le tout, Donald Trump critique publiquement ses alliés. Ce n'est pas un scénario de film, c'est l'actualité. Trump, via sa plateforme Truth Social, a déclaré qu'il n'imposera des sanctions majeures à la Russie que si tous les pays de l'OTAN arrêtent d'acheter du pétrole russe. Il critique ce qu'il appelle le manque d'engagement total de certains alliés, décrivant comme choquant leur dépendance continue à l'énergie russe. Connaissance des énergies. Mais que faut-il penser réellement de ces propos? Sont-ils un réveil stratégique, une posture politique électoraliste, ou un véritable tournant dans la diplomatie américaine? Aujourd'hui, on va explorer les tenants, les aboutissants, les risques, et surtout ce que cela signifie pour l'OTAN, pour l'Europe, et pour la guerre en Ukraine. Dans ce débat, la critique est nécessaire, mais constructive. On ne va pas seulement juger, mais proposer. Parce que les mots de Trump imposent des choix, et ces choix auront des conséquences. Préparez-vous pour une plongée approfondie.
avec à la place de la canne à pêche des antennes. Voilà, c'était ça, avec des volumes considérables. Mais la différence, c'est que c'était contrôlé d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des deux blocs, et qu'on n'est jamais allé à la catastrophe, et même si certains officiers ont dû parfois éteindre la catastrophe. Ce qui est nouveau maintenant, et le vocabulaire du secrétaire général de l'OTAN est intéressant, c'est que si pendant cette période, et ça continue, les deux parties faisaient de grands exercices de défense du côté de l'OTAN, de pseudo-défense du côté soviétique, là, il parle d'une opération, ce qui est très différent. Quand on fait des exercices, on prévient 6 mois à l'avance, on dit qu'on déploiera des observateurs, et ça a marché pendant des années et des années. Ça ne marche plus maintenant, parce que l'agression de Poutine a fait que, voilà, on est dans un très grand désordre, et que maintenant, l'OTAN réagit par une opération défensive, Sentinelle, mais une opération. Alors on va faire le détail de cette opération avec Brandon Warrett qui nous a préparé justement tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne bien. Juste un petit message pour vous tous qui nous regardez de la part de Thomas Misraki qui nous écoute, je pense encore, qui me dit corrige à l'antenne, j'ai dit qu'on était à l'est de l'Ukraine, on est évidemment à l'ouest. Bon, on avait compris parce que vous venez de passer tous les deux la frontière polonaise, donc ils sont bien dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Rivne. Voilà, c'est fait. Merci en tout cas à tous les deux et soyez prudents. Brandon, donc, qu'y a-t-il dans cette opération? En quoi elle consiste, cette opération Sentinelle de l'Est ou Sentinelle orientale? Bonjour Bénédicte. Eh bien, déjà, regardons ce que l'on sait sur cette opération. Effectivement, Sentinelle orientale, on comprend donc à l'Est. À l'Est de quoi? Donc des pays membres de l'OTAN, on les voit ici en bleu. Et puis, regardez en orange, ça concernerait donc 10 pays, donc de la Norvège, des pays baltes, la Pologne, Roumanie, jusqu'à la Turquie. C'est donc le flanc ouest. Cette opération qui devrait voir le jour dans les prochains jours avec comme mission principale, c'est naturel, notamment assurer la protection et la renforcer face à une nouvelle menace russe. Et écoutez justement les précisions du commandant suprême de l'OTAN, des forces de l'OTAN en Europe, le général Grinkiewicz. L'opération Sentinelle orientale sera flexible et agile, offrant une dissuasion et une défense encore plus ciblées au moment et à l'endroit précis où cela est nécessaire. Elle comprendra des capacités supplémentaires améliorées. Avant tout, elle renforcera encore davantage notre posture pour protéger et défendre l'Alliance. Alors se pose une question, Bénédicte, quels moyens pourraient être déployés concernant cette opération Sentinelle de l'Est? Eh bien, des moyens terrestres et des moyens aériens qui seront fournis par plusieurs pays, notamment la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Et puis, on partagerait ces informations avec l'ensemble des États membres de l'OTAN. Alors, quel aussi équipement serait donc déployé dans cette opération? On sait pour l'instant, selon les déclarations donc, de Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qu'on pourrait avoir notamment des F-16, 2 F-16 américains donc, et puis notamment une frégate anti-aérienne qui est danoise, avec un moyen déployé du côté de la France, avec les Rafales au nombre de 3, et puis notamment avec des Eurofighter 4 du côté donc de l'Allemagne. Et puis l'objectif, ce sont toujours les déclarations de Marc Rutte, ce déploiement qui serait constamment modifié et ajusté justement avec 2 missions principales, notamment pour prendre au dépourvu l'adversaire et répondre aux menaces dès qu'elles apparaissent. Alors, il y a plusieurs questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse, notamment celle-ci. Combien de temps pourrait durer cette opération? Eh bien, l'information n'a pas été révélée. Et puis comment cette opération, dans quelles circonstances cette opération pourrait être déployée? On est en plein dedans, Michel Derzhansky. Merci beaucoup, Brandon. Avec ce que nous disait Thomas il y a un instant, c'est-à-dire 3 drones qui ont été tirés. Alors, on ne sait pas si c'est de Russie ou de Biélorussie en direction de la Pologne. La défense antiaérienne ukrainienne en a descendu un. Il en reste 2 qui sont encore en route. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être prendre en considération, c'est que, contrairement à la situation qu'a décrit le général, on n'est plus dans une confrontation Est-Ouest qui était maîtrisée et où chacun des camps savait où était la ligne rouge et était en capacité de dire là, on arrive à la dernière minute, il faut se ressaisir. C'est ce qui s'est passé avec la baie des Cochons entre les États-Unis et Cuba lorsque l'URSS a déployé des missiles face aux États-Unis. Là, moi, j'ai l'impression que si on suit la façon dont Vladimir Poutine met en place son récit depuis le début, il est en train, en fin de compte, de faire quelque chose qui est l'autoréalisation, c'est-à-dire qu'il est en train d'expliciter aux Russes que, vous voyez,
l'OTAN est bien en train de nous agresser, ils redéveloppent leurs armes vis-à-vis de notre frontière, il y a bien une avancée de l'OTAN vis-à-vis de nous. Il ne va pas dire, bien sûr, que là, ces drones, ils sont partis tout seuls, ils sont allés se promener. Il fallait bien que l'OTAN réagisse à ces non, mais je parle du discours russe et de la façon de dire depuis le début que c'est l'Ouest qui les agresse, que c'est l'OTAN qui a été trop près, etc. Et que là, ce que font les Russes en agression systématique, volontaire, réitérée, d'envoyer des drones vers la Pologne, ils savaient pertinemment que l'OTAN allait réagir de façon défensive, mais réagir. Mais que ça vient corroborer à la Russie son propre discours. Et c'est pour ça que je parle d'autoréalisation et que je pense que c'est dangereux. Parce que je pense que là, Vladimir Poutine est parti dans une dynamique où il ne peut plus s'arrêter. C'est ça que je trouve inquiétant. C'est-à-dire que, autant tout à l'heure le général a bien souligné qu'il y avait des freins, là on se rend compte qu'il veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va provoquer jusqu'à ce que la provocation devienne une réalité. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça ce qui est le plus redoutable. Sachant qu'il y a eu cette phrase de Donald Trump il y a quelques heures. Oui. Je voudrais qu'on le réécoute parce que c'est un extrait. Oui, c'est un extrait sonore. On va réécouter Donald Trump au sujet de cette incursion de drone donc dans le ciel polonais. Écoutez.